pouvoir démarrer la dernière table ronde de cette journée. Je voulais tout d'abord me présenter. Je suis Yaël Aferiad, directrice de l'Association française des fundraisers, et remercier les organisateurs de ces rencontres, et en particulier Anne Lescaut, sans qui je ne serais pas présente aujourd'hui. Donc merci Anne. Je voulais également juste revenir, faire un petit lien rapide avec la table ronde précédente, puisque monsieur Patrick, je ne sais plus son nom, avait mentionné la nécessité de former des personnes au fundraising, à tout ce qui est lié à la gestion des relations avec les mécènes potentiels. Et je voulais simplement dire que nous avions formé quelques porteurs de projets durant 3 jours entiers, et que nous aimerions poursuivre, et que nous allons nous-mêmes rechercher des fonds pour poursuivre cette activité en Haïti et poursuivre ce qui, je pense, sera important pour dynamiser le secteur et faire face à tous les besoins qui sont colossaux qu'on a évoqués, tant sur le patrimoine que d'autres champs sociaux. Voilà. C'était une aparté. Et donc nous allons être ensemble durant 1 heure pour cette table ronde consacrée aux diverses expressions du mécénat culturel en Haïti et ailleurs. C'est une table ronde sous le signe du partage d'expériences, donc qui est très important quand on démarre ou quand on souhaite stimuler une dynamique, échanger les expériences pour faire des émules, s'inspirer, et puis comme le thème de ces journées, c'est la rencontre, se rencontrer pour faire des choses ensemble aussi, puisqu'on le verra, il y a des réunions de mécènes qui font qu'on a une force de frappe bien plus importante que lorsqu'on fait les choses seul. Voilà, donc je vais tout d'abord présenter nos 5 intervenants. En premier lieu, monsieur Guy Supplice d'Unibank, qui est vice-président senior marketing et relations publiques d'Unibank, et qui est également coordinateur des activités de la fondation Unibank, qui a été créée en 1993. Il a fait ses études dans des institutions religieuses dont nous avons parlé précédemment, le Petit Séminaire Saint-Martial, qui a été évoqué plus tôt dans l'après-midi. Il est gestionnaire de formation. Il a occupé des postes de direction importants dans la fonction publique, puisqu'il a été au ministère de l'économie et des finances, et il a également travaillé à la Sogebank. Il a participé à la création de la Unibank en 1993. Il est très impliqué donc dans la fondation, puisqu'il en a été au départ. Monsieur Bernard Chancy, qui est entrepreneur et qui dirige la première société haïtienne de génie conseil, LCL, qui est... Pardon ? J'ai dit LCL. J'ai lu LGL et j'ai dit LCL. LGL, pardon, qui emploie plus de 120 personnes, qui est membre d'un groupe international et qui est un entrepreneur très impliqué, puisqu'il est impliqué dans des projets communautaires dont il nous parlera plus tard, et pour lesquels il implique également son personnel. Il soutient depuis 12 ans le Forum transculturel d'art contemporain et d'autres activités situées dans la zone de la Croix des Bouquets et du quartier du Bel-Air à Port-au-Prince. Donc il est très investi, très impliqué dans le secteur associatif, et il est secrétaire de la Fondation Africa America et membre de l'Association des gens de la Caraïbe, dont il y a une personne, une représentante dans la salle, il me semble. Nous avons également monsieur Arnold Antonin, qui est cinéaste mondialement connu, dont l'œuvre qu'il a consacrée est, je vais essayer de le dire, Haïti, Menchimen, Liberté, un documentaire long métrage qui a fait le tour du monde, et il a été primé de nombreuses fois. Il est également il a été président de l'Association haïtienne des cinéastes de 2005 à 2009. Il est militant du socialisme démocratique et il a été en exil durant de nombreuses années. Et il est revenu au pays en 1986. Il a fondé le centre Pétion Bolivar, un centre culturel et de débat politique. Il organise le Forum libre du jeudi,
des espaces de rencontre et de débat. Il enseigne également à l'École nationale des arts et à la faculté des sciences humaines. J'ai été fidèle. Non, allez-y. Peu importe. Allez-y, mais ça va. Très bien. Monsieur Jacques-Antoine Cesbron, qui est PDG du groupe Cesbron Management, qui est une entreprise familiale qui est née il y a plus d'un siècle, qui est aujourd'hui leader indépendant dans les domaines de la climatisation et du froid industriel, qui emploie 750 personnes pour un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros et possède 58 agences en France, une agence à Dakar et des accords à Tunis. Monsieur Cesbron a cofondé en 2007 la Fondation Mécène et Loire. C'est à ce titre qu'il est là aujourd'hui parmi nous. Cette fondation réunit 29 entreprises, des TPE et des PME, donc des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises de la région d'Anjou. Et la Fondation Mécène et Loire a obtenu l'an passé l'Oscar du mécénat PME de l'Admicale. Et enfin, monsieur William Eliassin, directeur financier de la Fondation Barbancourt. Il travaille depuis 30 ans dans cette société. Donc, ce qu'on se disait juste avant, c'est que c'était le produit incontournable. Dès qu'on est arrivé, nous avons pu déguster ce rhum. Et il est également président du Lions Club et membre du conseil d'administration de la Fondation Culture Création. Désolée si j'ai écorché certaines choses. Voilà, donc je vous propose donc de commencer par découvrir vos parcours en tant que mécène, vos expériences, de partager avec les personnes ici présentes vos expériences. Je vais tout d'abord commencer par monsieur Guy Supplice de Unibank. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les engagements d'Unibank dans le secteur du mécénat, les activités que vous réalisez? Bien sûr, je vais essayer. Je salue le public et je te salue également et je salue également les autres participants à ce forum. Comme vous le savez, la Unibank a été créée en 1993 et dès les premiers jours de sa création, par décision de son conseil d'administration, la Unibank avait décidé d'orienter son mécénat vers le secteur culturel. Pourquoi le choix du secteur culturel? C'est parce qu'à cette époque-là, nous pensions qu'après 1986, qui a vu la liberté de la parole, qui a vu la liberté de toutes les formes d'expression en Haïti, on a pensé que le secteur culturel était l'un des secteurs les plus vibrants de la vie nationale. Donc c'est ainsi que, comme je l'ai dit, par décision de son conseil d'administration, la Unibank a décidé d'orienter son mécénat vers ce secteur, faire en sorte pour que la promotion de l'art et de la culture fasse partie maintenant de nos habitudes. Donc, en tant qu'entreprise citoyenne, dans cette notion de corporate social responsibility, de responsabilité sociale, elle était dès le départ animée, nous étions tous, au niveau de la Unibank, au niveau du conseil animé, par cet esprit de partage et de présence auprès de la communauté. Donc c'est ainsi que dès 1993, la Unibank se lançait déjà dans la promotion de l'art et de la culture sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. On a eu à lancer, si vous voulez, sur le marché pas mal d'activités et la plus importante, celle dont on parle le plus et qui aujourd'hui est devenue non seulement une institution en Haïti, mais qui est devenue l'une des plus importantes foires du livre, on peut dire, de la Caraïbe, c'est l'événement Livre en Folie, que conjointement avec le Novelis que la Unibank a initié en 1995 et qui depuis se perpétue chaque année, ce qui est important de mentionner. Parce que très souvent, et ce matin, j'ai entendu l'un des intervenants le mentionner, très souvent le mécénat en Haïti, il se fait de façon ponctuelle et pas de façon continue. Lorsque l'on regarde une entreprise comme Livre en Folie, qui depuis 19 ans se maintient et de ce fait grandit avec la communauté, je crois que c'est un exemple important de notre participation dans la vie culturelle et artistique dans ce pays. Bien sûr, la Unibank a eu à intervenir dans d'autres domaines. On ne s'est pas concentré seulement dans le domaine de la lecture, dans le domaine de l'écriture. On sponsorise la chanson, les textes, la danse. Tout ce qui touche de près ou de loin à l'art,
soyez-en sûrs et certains que la Bank sera présente et on est très fiers de dire et de se considérer comme étant le plus important sponsor bancaire des arts et de la culture en Haïti. Vous employez le terme de sponsor et non de mécène. Quel est pour vous, c'est plutôt une implication au titre d'action commerciale ou vraiment de soutien philanthropique? Comment est-ce que vous... Oh non, nullement. Ça a un aspect beaucoup plus philanthropique que commercial. D'ailleurs, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont vu l'importance que prenait un événement comme l'Ivran Folie, et je reviens là-dessus, parce que c'est l'événement majeur, l'événement phare, je dirais, de la Bank, beaucoup de gens, quand ils voient l'affluence qu'il y a le jour de cet événement, ils nous disent parfois que « Ah, je vois que ça a été bien, et vous avez fait beaucoup d'argent ». Mais ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas un événement que nous faisons pour faire de l'argent. C'est un événement que nous faisons pour supporter la culture, pour supporter l'art, pour faire la promotion de l'écriture, de la lecture en Haïti. Donc ce n'est nullement une question de commercialisation. Si c'était le cas, on aurait été après un tas d'autres sponsors pour pouvoir nous aider à faire l'événement. Et lorsqu'on nous parle de qu'est-ce que ça a coûté, on refuse toujours d'élaborer longuement sur les chiffres. En tant que banquier, nous travaillons que dans les chiffres, vous comprenez bien, mais on évite toujours d'élaborer sur les chiffres parce que ce n'est pas ça qui nous a poussé à faire l'Ivran Folie. Ce n'est pas ce qui a poussé la Bank à être présente dans le domaine culturel. Nous le faisons parce que nous y croyons. Nous le faisons parce que nous sommes une institution citoyenne qui pense qu'elle doit intervenir dans la communauté dans laquelle elle évolue. Ce n'est pas pour de l'argent qu'on le fait. Et ce n'est pas pour avoir plus de clients. Non, je crois que c'est beaucoup plus pour le prestige de l'institution et pour son apport dans la vie de la communauté dans laquelle elle évolue. Vous impliquez vos salariés dans vos actions de mécénat culturel? Un événement comme l'Ivran Folie, chaque année, particulièrement cette année, un événement qui grandit, comme je l'ai mentionné, on a plus de 400 collaborateurs qui travaillent ce jour-là. Je dis bien, j'utilise le terme travail, parce que finalement c'est un travail pour eux, de venir dès 6 h du matin, être présent sur les lieux, préparer l'événement, servir la clientèle avec toute la pression que cela comporte. Et c'est un événement qui est présent non seulement à Port-au-Prince, mais dans toutes les villes de province où la Bank est présente, 16 villes de province. Donc vous comprenez que c'est toute une mobilisation de la part de nos collaborateurs. Et ils le font avec beaucoup de plaisir parce que justement, on les a suffisamment stimulés pour qu'ils comprennent le bien fondé de ce geste-là que nous entreprenons. Et ils vous disent d'ailleurs, il y a même des collaborateurs nouveaux qui, quand ils viennent à la Bank, qui me disent « Monsieur Supplice, c'est quand l'Ivran Folie ?» Parce qu'ils veulent être présents, ils veulent être là pour pouvoir travailler. Donc c'est pour vous dire que comment est-ce que au niveau de nos collaborateurs, ils sont très impliqués dans tout ce que nous faisons au niveau de ce mécénat. C'est donc un outil de fierté et de cohésion pour vos salariés également? Définitivement, ça crée cet esprit de famille que depuis 1993 que nous inculquons à nos collaborateurs et jusqu'à présent ça marche très bien. Très bien, merci. Je vais passer maintenant la parole à Bernard Chancy pour que vous nous parliez de l'expérience de LGL en matière de mécénat. Bon, alors je vais faire une première précision. Je ne vais pas insister sur le côté mécénat LGL. Et en fait, moi, Bernard Chancy, j'ai découvert que j'étais identifié comme un mécène sur Internet grâce à Jean de la Caraïbe. J'étais effectivement impliqué dans une série d'activités, mais je pense que la notion de mécénat, si on en parle aujourd'hui dans un contexte comme ça, c'est que c'est une notion qui n'est pas très bien encore connue et maîtrisée en Haïti. Et c'est pour ça aussi que parfois on dit sponsoring en pensant mécénat et vice-versa. Donc, je suis, comme je me présente en général, d'abord haïtien, ensuite ingénieur et en troisième lieu, homme d'affaires. Et pour moi, l'ordre a toute son importance. J'ai été élevé et je crois dans le rôle social que j'ai à jouer dans mon pays et pour le développement de mon pays. Je mets mes compétences d'ingénieur à ce profit. Et comme je dirige une entreprise, bon, je l'avoue, j'utilise certains moyens de mon entreprise pour réaliser en partie cet objectif. Je le partage avec mes collaborateurs et certaines de nos activités sont devenues
des activités de l'entreprise. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'à LGL, nous avons une politique en ce qui concerne le mécénat. En fait, ça fait partie de notre façon de fonctionner. Je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, membre d'une fondation depuis sa création en 1999. Et dès la première manifestation du Forum transculturel, LGL a mis ses moyens logistiques à la contribution pour la réussite du forum qui depuis se réalise chaque 2 ans. Et nous participons avec essentiellement des moyens logistiques, des mises à disposition de personnel pour la réussite de cet événement. Ça nous a amené à développer des relations avec d'autres partenaires dans le domaine culturel. Et effectivement, à Croix des Bouquets, par exemple, nous travaillons beaucoup avec l'association des artistes et artisans de la Croix des Bouquets. Et aujourd'hui, nous sommes en train de matérialiser un projet en tant qu'entreprise, mais qui a été monté avec l'association et avec la Fondation Africa America. Nos actions nous ont permis de mobiliser le financement et aujourd'hui de faire en sorte que le projet se traduise en réalisation. Nous croyons aussi beaucoup, puisque nous intervenons sur plusieurs zones du pays, à une intégration des bénéficiaires des projets sur lesquels on travaille dans la réalisation même du projet. Et c'est ce qui nous amène à ce moment-là à participer à certaines de leurs activités ou à soutenir certaines de leurs interventions. Bon, je pourrais citer des exemples, mais bon, oui, citer des exemples. Nous sommes présents dans le domaine de l'irrigation depuis plus de 25 ans dans la région de l'Arcahaie. Nous avons professionnellement aidé à monter l'association des irrigants de la plaine de l'Arcahaie. Et indépendamment des mandats d'entreprise que nous pouvons avoir, nous soutenons cette association dans son évolution, dans les travaux qu'elle entreprend sur les périmètres. Et ça nous permet à nous de garder un contact avec des travaux que nous avons réalisés au cours de ces dernières années. Dans d'autres projets, nous avons des participations plus modestes du genre de monter une équipe de football pour jouer avec la population locale ou participer à une fête patronale en impliquant nos ressources ou notre personnel. Donc il y a une grande dimension de mécénat de compétences dans vos projets également. Bon, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est ma conviction personnelle aussi. On a tendance à bien réussir ce qu'on sait faire, ce dans quoi on est compétent. Et notre société est une société qui offre des services au niveau des infrastructures sur les projets de développement, ce qui nous permet effectivement d'apporter des compétences à tout type d'organisation impliquée dans un développement communautaire. Et est-ce qu'il existe un cadre fiscal, un cadre sur le mécénat de compétences, justement? Je pose la question parce que je ne sais pas du tout. Bon, pas à ma connaissance. D'accord. Très bien. Alors, merci Monsieur Chancy. Je vais passer la parole à William Eliassin pour Barbancourt. Demandez également vos expériences en tant que mécène. Bon, je dis bonsoir à tout le monde. Et personnellement, à titre personnel, je dois dire que je suis un mécène. Et depuis de nombreuses années, je dois dire que je milite à travers une association, le Lions Club, où je fais beaucoup d'engagement personnel. Je suis engagé dans le mécénat. Et personnellement aussi, et dans les hauteurs de Kinskov, où j'ai une résidence secondaire du côté de Belot. Et j'ai créé une école de musique où les enfants de la zone sont pris en charge par cette école. Il y a une fanfare et cette activité, c'est à titre personnel que je le fais. Mais je dois dire qu'au niveau de Barbancourt, et j'ai participé personnellement parce que ça fait plus de 30 ans que je fais partie de cette société. Et ça a commencé depuis les années 80. Et le Rhum Barbancourt, une entreprise que vous connaissez tous, et qui est une icône nationale, le Rhum Barbancourt
et à un certain moment participaient, et nous avons été les premiers à faire du sponsoring dans le milieu. C'est-à-dire que nous soutenions des artistes, des groupes musicaux, enfin dans le théâtre, etc. Et maintenant, cette activité de sponsoring, et c'est là que ce matin on en a parlé quand on fait beaucoup de publicité, et maintenant, ça vous amène, et des demandes vous arrivent, des demandes de partout, de tous les secteurs, puisque maintenant, si vous faites du sponsoring, en réalité, je parle du sponsoring pour arriver au mécénat, et beaucoup de gens ne le pensent pas. Il y a un retour commercial dans le sponsoring, si vous voulez, mais au fond, il y a une partie de mécénat là-dedans aussi. Parce que quand on supporte un artiste, quand on supporte un danseur, quelqu'un, et c'est pas... Et Laurent Barbancourt, par exemple, je leur dis souvent, n'a pas besoin que cet artiste fasse de la publicité pour elle. Laurent Barbancourt veut aller dans une station de radio et faire de la publicité. Mais en général, quand on le fait, c'est pour appuyer, pour soutenir, et je dis en général la culture nationale, et c'est dans plusieurs domaines qu'on le fait. Et donc, on supporte ces gens et on leur donne un appui, et maintenant, ce n'est pas seulement le retour commercial qu'on voit, mais il y a l'aspect mécène. Mais maintenant, à un certain moment, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de demandes. Dans les années 90, vraiment, les gens nous sollicitaient et toutes sortes d'activités ponctuelles, et on a pensé à créer une fondation. La Fondation Barbancourt, qui a été créée, officialisée en 1996, était justement pour que nous puissions mettre en pratique justement cet aspect de mécénat de la société. Barbancourt, c'est une grande société qui est connue non seulement en Haïti mais à travers le monde. Donc on a pensé qu'il y avait un retour social à faire dans le milieu. Et c'est dans ce sens que la Fondation Barbancourt intervient dans divers domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais surtout, cette semaine, quand on m'a demandé de venir faire cette petite intervention, mais j'ai constaté que c'est surtout au niveau culturel que se situe le mécénat de Barbancourt. Nous avons créé par exemple avec la Unibank, et ça fait plus d'une quinzaine d'années, et on n'en parle plus maintenant, et c'est une activité qui a été un petit peu arrêtée avec le tremblement de terre, et c'est la musique en folie. Musique en folie, c'est une activité, c'est une grande foire musicale, et dont Barbancourt, la Unibank et le Nouvelis sont les initiateurs. Cette grande foire musicale qui voulait faire la promotion de la musique haïtienne d'une façon générale. Quand je dis la promotion de la musique générale, c'est à tous les niveaux, au niveau des artistes, au niveau des producteurs de CD, au niveau du public en général. Donc pendant un certain temps, et je crois que ça a duré près d'une dizaine d'années, et qu'on a fait, et Barbancourt a été parmi on a été l'initiateur, on a supporté cette activité de musique en folie, et je pense qu'il a fait beaucoup de bien pour la musique haïtienne. Malheureusement, l'activité musique en folie a été discontinuée depuis le tremblement de terre en raison pour des motifs logistiques. On n'a pas beaucoup d'endroits où on puisse faire, parce que c'est un événement qui avait pris une très 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 grande ampleur dans le milieu. Maintenant, on n'avait plus d'endroit pour faire musique en folie. Mais quand même, Barbancourt est également impliqué et appuie, et bien que la Unibank et le Nouvelis sont les initiateurs, nous appuyons et l'activité Livre en folie également. Et depuis peut-être près d'une dizaine d'années, nous participons également à Livre en folie. Et au niveau du mécénat, vraiment, le mécénat, et nous avons participé. Je dois dire que ce sont surtout des activités ponctuelles. Je ne peux pas dire que le Rhum Barbancourt a une activité précise. En dehors, par exemple, de l'activité que nous avons du côté de l'usine même Barbancourt, où nous avons créé un complexe sportif pour les jeunes de la zone. Nous avons pensé que le sport c'était nécessaire pour ces jeunes-là. Nous avons aménagé le terrain, nous avons construit des abris, et nous avons même créé, si vous voulez, une école de football, où justement nous avons pris des moniteurs pour enseigner le football, et à une centaine de jeunes de la zone. Et nous avons pensé que le sport était important, et on a donné la priorité aux employés de Barbancourt, par exemple, dans ce complexe sportif. Nous avons également créé, et nous donnons par exemple, et ça se continue, ça se perpétue dans le temps, et des bourses d'études, parce que nous avons environ 400 employés à Barbancourt, et la majorité ce sont des travailleurs, des ouvriers, et surtout de la zone de Blanchard où est implantée l'usine. Nous avons créé un programme de bourses d'études pour ces jeunes surtout, et on a priorisé les enfants de nos ouvriers.
Nous avons par exemple, au niveau de la Fondation Barbancourt, nous avons appuyé, et au niveau de ça, c'est une activité au niveau de la santé, les centres Geskio, où nous avons offert une propriété où c'est situé à Tabar, où justement les centres Geskio opèrent maintenant. Et d'une façon générale, il y a les artistes haïtiens, et comme vous le savez, Barbancourt est dans je dirais, la musique en général, et c'est surtout dans la musique où vraiment, il y a toute une pléiade d'orchestres, d'artistes que nous supportons. Je dis que c'est pas, la plupart du temps, c'est pas seulement du sponsoring, ben nous supportons ces groupes musicaux, il y a un apport que nous faisons de ce côté-là. Est-ce que je peux vous demander à combien s'élève le budget de dépenses de la Fondation annuellement ? Annuellement, et ça se situe aux environs de 250 000 $ américains. Mais ça ne veut pas dire que dans d'autres activités ponctuelles, on va au-delà. Et le cas, par exemple, quand je vous disais qu'on a offert un terrain, et il y a des choses, il y a d'autres choses que l'on fait. Mais en moyenne, et au cours de ces 15 dernières années, le minimum a été un minimum de 250 000 $. Si vous voulez, et cette fondation qui a été créée, c'est le bras philanthropique, je le dis souvent, c'est le bras philanthropique de la société Barbancourt. Et nous avons pensé qu'on ne pouvait pas se contenter de faire du sponsoring. Nous avons pensé qu'il fallait nous engager dans des activités justement de mécénat. Et c'est à ce niveau-là que nous avons investi un minimum de 250 000 $ américains dans des activités de mécénat. Et quel est le processus décisionnel pour choisir les projets soutenus au sein de la Fondation ? Oui, il y a un conseil d'administration, et moi je suis membre de ce conseil-là, et quand les projets sont présentés, on en discute, et puis on prend les décisions au niveau de ce conseil. D'accord, merci. Alors je vais passer maintenant la parole à Monsieur Cesbron pour nous présenter l'expérience de Messéne-et-Loire. Alors nous, l'histoire commence en 2007, puisqu'en 2007, quelques élus de la Chambre de commerce à Angers se disent que ce serait bien qu'on aide des projets, des porteurs de projets. Et donc ils ont fait un petit peu le tour des autres élus et puis d'autres entreprises. Et on a été donc 24 entreprises fondatrices de cette fondation Messéne-et-Loire, qui a donc achevé sa première période de 5 ans, de 2007 à 2012. Alors on a aidé des projets dans le domaine culturel, mais culturel au sens large, c'est-à-dire il y a du cinéma, il y a de l'art plastique, il y a de la musique, il y a du théâtre, du patrimoine, de la solidarité, enfin c'est très large. On a soutenu 108 projets en 5 ans pour quasiment 700 000 €. Là on est reparti pour 5 ans, on est passé de 24 entreprises à 29. Et donc sur les 5 ans, on va passer à environ 1 million d'euros, environ 200 000 par an. Alors, quelle a été la genèse du rassemblement? Comment ça s'est produit? Écoutez, c'est quelques chefs d'entreprise qui, comme nous tous, sont sollicités, des associations. Est-ce que vous pourriez m'aider pour monter telle pièce de théâtre, pour tel voyage, faire de l'humanitaire, etc. Et donc, on s'est dit, si on mettait en commun nos moyens, ce serait bien. Donc, l'idée, c'était le collectif. On sait très bien que le collectif fonctionne mieux que l'individuel. Et donc, on a trouvé que c'était bien, mais alors sous quelle forme? La forme fondation, c'est bien, puisqu'en France, quand vous donnez 5 000 €, ça coûte 2 000, puisqu'il y a un abattement de 60%, ça coûte 40% à l'entreprise. Donc, voilà, la genèse de l'histoire, ça a été ça. Et qu'est-ce que vous en avez retiré vous-même de cette expérience? Alors, il faut parler des contreparties, puisque même si dans le mécénat, il n'y a pas de contrepartie officielle, néanmoins, on demande aux associations que nous aidons des places d'entrée au théâtre ou au spectacle, ou des DVD quand ils font quelque chose sur garder la mémoire de gestes ancestraux, etc., des choses comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous tous, ça nous a fait découvrir des formes d'art auxquelles on n'avait pas accès, ou pas le temps, ou qu'on ne connaissait pas. Donc c'est vraiment intéressant. En plus, les 24 sont devenus plus liés parce qu'une belle aventure en commun qui a réussi, des soirées de contrepartie en commun, donc il y a des amitiés, des complicités qui sont nées, donc c'est quelque chose, c'est un bel exemple. Donc ça, je pense que c'est à mettre à l'actif de cette fondation.
Est-ce qu'il y a eu également une dimension d'implication des salariés dans vos entreprises? Alors, comment ça fonctionne? On a un conseil d'administration avec les 24 et donc maintenant 29 membres qui décident comment on attribue. Il y a également 2 personnes qualifiées, le président de la Chambre de commerce et puis un représentant de la DRAC, le ministère de la Culture, et 3 personnes qui représentent les salariés, qui sont chargés d'aller expliquer dans les entreprises comment fonctionnent les contreparties. Parce que dans les petites déceptions qu'on a sur les 5 ans, c'est qu'on estime qu'il n'y a pas eu assez de retombées chez nos salariés, même si on mettait si on expliquait ce qu'on faisait, si on mettait à côté de la machine à café ou si à disposition du comité d'entreprise des tickets d'entrée à telle ou telle manifestation, exposition. Néanmoins, c'est le truc du patron. Est-ce que ça nous concerne nous? Donc on n'est pas totalement satisfait de ça. Donc il y a 3 personnes maintenant au CA, interface avec les salariés, et on espère que ça va mieux marcher sur ces 5 ans. Donc le principal bénéfice, vous le résumeriez comment pour vous? Comment répondre à cette question? On a à peu près une centaine de projets par an, sur lesquels on n'en choisit que 20. Donc ce conseil d'administration, il a un gros boulot. On fonctionne par binôme, donc sur 29, ça fait une quinzaine de binômes. Chaque binôme ça fait à peu près 5. Chaque binôme étudie 5 projets, les défend auprès du conseil d'administration. Et donc au total, il y en a à peu près 2 sur 5 qui sont retenus, pas plus. Et chaque binôme ensuite est chargé pendant l'année de suivre la bonne utilisation de l'argent qu'on a remis aux associations. Donc là aussi, ça permet de créer des liens sympathiques, de découvrir comment fonctionne une association, que ce soit sur le patrimoine, l'humanitaire, la solidarité. Voilà, ça ouvre beaucoup l'esprit. Et puis je pense que pour l'image de nos entreprises, maintenant Maine-et-Loire, c'est vraiment très connu. C'est un impact favorable, une entreprise adhérente et fondatrice, oui c'est bien, implication sociétale, ils aident des porteurs de projets, ça permet à des tas d'associations de vivre mieux, d'entretenir leur fonctionnement. Donc c'est une belle image, et puis il y a une vraie contrepartie, oui, pour les membres fondateurs. Ouais. Très bien, merci. Est-ce que on reviendra sur votre expérience pour voir si ça pourrait être des choses à transposer ici, amener les entreprises à se réunir. Mais je vais avant cela passer la parole à Arnold Antonin, qui est ici en tant qu'artiste, qui lui-même a eu à rechercher des fonds pour financer ses films, et qui côtoie au quotidien de nombreux artistes qui ont eu à aller rechercher des fonds. Merci, bonsoir. Je suis très content d'être parmi les Médicis du mécénat en Haïti. C'est la Focale, Unibank et Rome Barbancourt. Et je suis très content aussi qu'on ait fait la distinction au début entre, probablement, on a longuement discuté de ça auparavant, mais ici aussi on a évoqué la différence qu'il y a entre mécénat et sponsoring. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et même le mot philanthropie, moi je crois que c'est un mot qui sonne mal en Haïti. Nous, on parle plutôt de solidarité plus que de philanthropie. Je crois qu'aux États-Unis, où il y a beaucoup de philanthropes, ça sonne beaucoup mieux qu'ici, en Haïti en particulier, je crois. En tout cas, mon expérience à moi, c'est que d'un côté, le Centre Pétion Bolivar s'est occupé d'actions solidaires vis-à-vis des artistes et des communautés en général. Et d'autre part, moi-même, comme producteur de films et réalisateur, j'ai bénéficié du soutien de mécènes et j'ai fait indirectement de la publicité pour ceux qui me donnent mes sponsors, disons. Voilà. Et évidemment, actuellement, là, je suis en train de faire un film qui a bénéficié du soutien de plusieurs entreprises et d'institutions. Mais pour commencer, et du côté de notre travail de solidarité, donc d'appui à des communautés et à des groupes d'artistes, ce serait trop long d'énumérer tout ce qu'on a fait, mais je vais signaler que d'abord,
tout au début, en 86, quand le Centre Pétion Bolivar, on l'avait créé à l'étranger, au Venezuela, et de retour en Haïti en 86. Donc on l'a recréé ici, et disons, renationalisé. Et là, on a d'une part appuyé beaucoup les groupes qui s'occupaient de la défense des droits de l'homme. C'est au Centre Pétion Bolivar qu'on a créé le premier réseau national de défense des droits de l'homme, avec l'appui d'une institution internationale qui pour nous a été fondamentale, c'était l'appui de l'UNESCO, donc avec l'appui de l'UNESCO. Et par la suite, on a eu de nombreuses activités d'appui à des organisations de base, et que ce soit surtout dans le mouvement syndical et dans les associations paysannes. Et puis, on s'est beaucoup moins occupé par la suite de ces actions que j'appelais des actions humanitaires et de solidarité, pour nous lancer surtout dans l'appui dans le domaine de l'éducation. Et on a formé pas mal de cadres qui malheureusement à chaque crise sont partis du pays, surtout dans le domaine des droits de l'homme et des syndicats. Et depuis, je dirais, une dizaine d'années, le Centre Pétion Bolivar, qui est une fondation à but non lucratif également, abrite une association comme l'association haïtienne des cinéastes, une organisation de presse également. Actuellement, on en a une autre, Haïti Reporter, qui est au Centre Pétion Bolivar. Donc c'est un centre ouvert avec une bibliothèque, avec des ordinateurs et surtout une connexion Internet où beaucoup de jeunes d'associations viennent travailler ou bien se réunir. Et on a un ciné-club qui fonctionne depuis à peu près 2 ans au centre. Donc tous les jeudis, il y a un groupe de jeunes qui viennent, qui voient des films, qui en discutent. Et nous appuyons essentiellement le concours de court-métrage, qui est une espèce de, bon, comme son nom l'indique, un concours de cinéma de court-métrage, on en est à la 8e édition, je crois, ou bien à la 7e. Bien, le Centre Pétion Bolivar s'est occupé aussi de trouver des appuis institutionnels ou bien financiers pour ce concours. Et ben voilà, c'est un peu le genre de choses que nous faisons, nous, comme centre, disons, d'appui solidaire aux activités culturelles et artistiques. Et maintenant, comme centre de production de cinéma également, pour réaliser nos films, et nous cherchons du soutien financier. Et là, moi personnellement, j'ai eu l'appui constant de la Focale pour la réalisation de mes documentaires, l'appui du service d'action et de coopération culturelle de l'ambassade de France, et qui ont toujours répondu presque toujours oui et à nos demandes. Et j'ai eu aussi l'appui selon le projet de l'UNESCO, du Bureau international du travail, ça ce sont de l'UNICEF, donc ça c'est les organisations et disons les institutions internationales desquelles j'ai obtenu un soutien. De l'ONU-SIDA, j'ai fait un film, Le Président a-t-il le SIDA, et avec le soutien essentiel de l'ONU-SIDA, qui s'est chargé de trouver le soutien des autres institutions, des autres organismes spécialisés des Nations Unies à ce film. Et j'ai fait par la suite un autre film de fiction. Ah ben bon, pour Le Président a-t-il le SIDA aussi, on a eu, pour la diffusion du film, la production des DVD, un appui de l'Union européenne. Et on travaille avec des budgets très petits, mais quand même c'était assez significatif d'obtenir 20 000 $, par exemple, d'une institution pour faire un film. Et quand ils sont plusieurs, donc ça nous a amené à 105 000 $, par exemple. Et dans le cas de Les Amours d'un zombie, c'est un film pour lequel j'ai eu un appui du service d'action et de coopération culturelle de l'ambassade de France également.
Est-ce que vous avez déjà été, excusez-moi, soutenu par des entreprises? Ben, j'y venais justement. Très bien. Et je peux dire que la première fois que j'ai eu à la télévision haïtienne un festival de films, ça s'appelait Les artistes haïtiens vus par Arnold Antonin à Télé Haïti et à Télé Nationale. C'était avec un appui de l'Unibank justement, qui a sponsorisé cette espèce de festival. Et par la suite, j'ai eu toujours, par exemple, pour Les Amours d'un zombie, l'appui du Rhum Barbancourt. Et dernièrement, j'ai eu un festival de films à Télémétropole qui a duré 7 mois. D'abord un dimanche, un jeudi de tous les mois, et après tous les dimanches, 3 mois après. Et bien, c'était avec l'appui de 4 entreprises. Aïtrak, Bongo, Rhum Barbancourt, et puis bon, il est très mauvais de citer des noms parce qu'on en oublie et après forcément. Il se fâche. Je crois en avoir oublié 2, mais peut-être qu'après les noms me reviendront à la tête. Et bien voilà, oui, j'ai eu cet appui d'institutions privées, de beaucoup d'institutions qui, en général, ont répondu favorablement à mes demandes, d'autres fondations également. Et on a toujours travaillé de façon presque main dans la main avec la Fondation Culture Création, et avec, bon, d'une certaine façon, toi aussi, tu nous as aidés, pas exactement dans la réalisation des films, mais... Donc il y a un certain type de rapport solidaire qui se crée entre les différentes institutions qui travaillent dans le domaine de la culture, un certain appui des entreprises, quand les entreprises arrivent à faire la distinction entre sponsors, des fois, et il y a actuellement une espèce d'envahissement, par exemple, j'ose citer, une compagnie de téléphone qui est... Donc ça devient quelquefois très fort, presque, et on a presque marre de temps de sponsors, n'est-ce pas? Mais je connais des cas, je connais le cas d'un ami écrivain qui est allé demander une aide pour écrire un livre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui publient à frais d'auteur des bouquins ici, et on lui a dit, eh bien on est prêt à vous donner de l'argent à condition que dans votre roman, il y ait une page où vous racontez l'histoire de quelqu'un qui vient chez nous, dans notre entreprise, faire l'acquisition d'un produit. Si je vous dis le produit, vous allez deviner le produit. Évidemment, il était un peu choqué, moi aussi, quand il m'a raconté ça. Donc, je suis bien content que là, Unibank et le Rhum Barbancourt ne m'imposent pas ce genre de truc. Et n'arrivent pas à ça. Mais évidemment, bon, quand on fait des films, ceux qui vous donnent de l'argent ont toujours tendance à vous demander de présenter leurs produits. Et quelquefois, bon, le premier film haïtien qui a été fait, disons un film de fiction, qui s'appelle Olivia, qui a été réalisé par Bob Lemoine, avec un appui du beau-père du président de la République d'alors, eh bien, comme il était un distributeur de voitures, mieux vaut ne pas le citer, qu'est-ce que tu me dis? Eh bien, il avait dû mettre des tas de voitures de ce monsieur qui vendait des voitures dans son film. Mais ça arrive, hein. Donc, cela étant dit, moi, je crois que, à côté du travail magnifique que vous faites avec Livre en Folie, avec et Musique en Folie, c'est dommage qu'il n'y ait plus Musique en Folie, mais en Haïti, le mécénat et le travail de solidarité avec la culture devrait rentrer dans une, je dirais, une concertation, une politique globale des groupes. Parce que, en fait, on dit que Haïti est le pays de la culture. On insiste sur le fait que c'est notre plus grande richesse. Mais d'appui réel à la culture, il faut s'en rendre compte, à part les efforts que font certaines institutions, eh bien c'est un soutien plutôt limité, puisque nous sommes dans un pays où l'on parle tellement de culture, où il n'existe pas un seul musée digne de ce nom. Il faut le dire. Il n'y a qu'un seul quotidien pour 10 millions d'habitants. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y avait un quotidien dans toutes les villes de province de ce pays. Le Nouvelliste fait un très bon travail, mais il faut souligner ce manque. Et
il n'y a pas une seule salle de cinéma. Il n'y a pas une cinémathèque pour conserver la mémoire des images en mouvement de ce pays. Pas une seule cinémathèque, pas une vidéothèque. Il y a très peu de bibliothèques publiques. Il y a les claques qui essaient de monter certaines institutions. Donc en fait, c'est un pays où la culture est livrée à elle-même. Soyons clairs et disons-le. Heureusement qu'il y a des créateurs, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire, qui ne peuvent faire que cela, qui vivent de cela, pas parce qu'ils gagnent de l'argent avec, parce que ce serait très bien de vivre de cela en gagnant de l'argent avec la création culturelle. Même pas ça. Mais cependant, il y a des gens qui ont envie de créer, qui créent, et je crois que c'est très bien que les institutions comme les vôtres, et tous les philanthropes, les mécènes, les hommes solidaires et les femmes solidaires du monde entier s'intéressent à la culture haïtienne et surtout à nous aider à créer un vrai musée, une vraie salle de projection, une vraie cinémathèque, une vraie école de cinéma, appuyer les NARTS pour qu'enfin au sein de l'ENARTS, où j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, où l'on a fait tout ce qu'on pouvait pour créer un département de l'audiovisuel, on n'a jamais réussi à le créer. Il y a une fois un ministre qui nous a fait cadeau d'une petite caméra qui ne marchait pas, mais à part ça, on n'a pas eu vraiment d'appui et même à la création d'une vraie école pour les artistes dans ce pays, malgré les efforts de Philippe Dodard qui est ici dans la salle. Ben voilà, merci beaucoup. Alors, face à tous ces besoins, merci Monsieur Antonin. Face à tous ces besoins, j'aimerais poser la question aux représentants du monde des entreprises ici présents. Qu'est-ce qui pourrait amener à faire des émules, à aller plus loin en termes d'engagement de la communauté des affaires, des entreprises, dans le mécénat et le financement de la culture? Quels seraient les dispositifs à mettre en place? Est-ce qu'il s'agit d'améliorer le cadre fiscal? Est-ce qu'il s'agit... Quelle piste vous semble intéressante à explorer? Bon, effectivement, je crois qu'on a constaté sur le marché qu'il y a un manque d'intérêt pour le mécénat. C'est un élément qui ne figure pas dans notre culture, on peut ainsi dire. Lorsque vous rencontrez une entreprise comme la Unibank, qui depuis 1993, depuis 20 ans, s'est lancée dans le mécénat et dans le sponsorship, parce que quand on fait du sponsorship, parfois on demande en retour. Quand on fait du mécénat, on ne demande pas en retour. On apporte, on donne. C'est notre conception à nous au niveau de la Unibank. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous organisons des événements, on s'implique dans l'organisation et dans le mode de fonctionnement de certains événements et on encourage d'autres institutions à nous joindre sous une forme de partenariat dans ce que nous faisons. C'est ainsi que lorsqu'on a initié une activité comme Livre en Folie avec le Nouvelliste, on aurait pu garder l'activité à notre niveau et être les initiateurs et mener à bien l'événement, le faire grandir. Comme je l'ai dit, c'est un événement qui se perpétue dans le temps. Et ça fait déjà 19 ans depuis qu'on l'organise. Mais on a été au-delà de garder l'événement pour nous autres. On a associé Laurent Barbancourt avec nous dans l'événement. On a associé d'autres institutions. La Brasserie La Couronne, aujourd'hui, est un partenaire à l'événement. Donc, c'est encourager d'autres institutions à nous joindre. Mais pour cela, il faut bien faire. Parce que trop souvent, lorsqu'on demande dans ce pays, l'argent ne va pas exactement là où il devrait aller. Lorsqu'aujourd'hui, à la Unibank, on reçoit une demande de sponsorship ou qu'on veut intervenir sous une forme de mécénat, on s'assure que, d'ailleurs, la plupart du temps, on essaie de gérer nous autres à notre niveau. C'est pourquoi on préfère initier des événements. On a initié Livre en Folie, on a initié Musique en Folie, on s'est lancé dans un partenariat toujours avec le Nouvelliste pour créer Artisanat en Fête il y a de ça 7 ans. Ce sont des événements quelque part qui nous appartiennent, je dirais entre guillemets, mais que l'on partage avec la communauté, que l'on partage avec d'autres institutions. Donc c'est notre vision à nous pour pouvoir intégrer d'autres institutions à nous suivre vers le chemin du mécénat. Maintenant, bien sûr, il y a des dispositions qui pourraient être prises au niveau de l'État, par exemple.
l'État pourrait s'impliquer et permettre à ce que toutes les institutions qui font du mécénat, qu'ils puissent pouvoir déduire le montant de ces mécénats dans les impôts qu'ils ont à payer à l'État. Je sais que ça se fait, mais ce n'est pas bien conçu et ce n'est pas bien connu également du public. Donc s'il y a un effort qui se fait dans ce sens, et lorsque d'autres entreprises qui voient ce que nous faisons, aujourd'hui, je suis très certain qu'il y a un élan de solidarité qui va se poursuivre et qui va nous permettre d'intégrer d'autres institutions dans la société. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a certaines activités lorsqu'elles se font, et lorsqu'on fait appel à un sponsor, on évite d'avoir d'autres sponsors évoluant dans le même secteur que celui qui est sponsor de l'événement. Donc aujourd'hui, la Unibank accepte de sponsoriser un événement. Il ne faut pas qu'il y ait une autre institution financière, bancaire, qui puisse être également sponsor de l'événement. Ça, on peut le comprendre, et c'est là l'aspect commercial de ce sponsorship que la Unibank peut faire. Mais lorsqu'il s'agit d'une activité qui est pour le bien de la communauté, plus, comme on dit, plus il y a d'institutions à vouloir s'impliquer, si toutes les banques de ce pays pourraient se mettre ensemble et participer à cet événement, ce serait tant mieux. Donc c'est ça la différence, et c'est cette vision, je crois, qu'il faut avoir pour faire avancer les choses dans ce pays. D'accord. Stimuler les partenariats entre acteurs économiques. Je voulais vous poser la question, Monsieur Cesbron, en quoi est-ce que les dispositifs fiscaux français ont été incitatifs pour vous dans cette démarche? Ça a été un gros argument quand on nous a dit il y a 5 ans que 60% étaient défiscalisés, donc ça nous coûte 40%. C'est vrai que c'est incitatif. Savoir qu'en donnant 5 000 euros, ça ne coûte que 2 000, mais on a un effet de levier et finalement l'effet final et l'impact final, il est sur 5 000. Ça a été un gros déclencheur. Ça nous a bien aidé à prendre la décision. À telle enseigne que quand le nouveau gouvernement l'année dernière a commencé à remettre en question cet avantage fiscal en disant on va le détruire, je peux vous dire que s'ils étaient allés au bout, on n'aurait pas été 29, ni les 24 du précédent plan de 5 ans, on aurait été peut-être 10 ou 0. Et on n'aurait même sans doute pas lancé la deuxième phase de 5 ans de la fondation. Donc c'est une nécessité, je pense, d'avoir une incitation fiscale. Oui. D'autant qu'il y a un effet de levier. L'argent qu'on met, ça crée des emplois derrière. Dans les 19 projets qu'on soutient cette année, je pense à la restauration d'un vieil autorail du chemin de fer départemental qui roulait il y a un siècle chez nous. Bon, c'est une grosse contribution, on donne 20 000 euros. 20 000 euros qui vont servir donc à payer des mécanos, à payer des entreprises pour refaire moteur, boîte de vitesse, tôlerie, etc. Donc c'est de l'argent qui circule, qui au bout du compte va créer à nouveau de la valeur, éviter des contributions sociales. Donc l'État a tout intérêt, me semble-t-il, à préserver et à continuer ce genre d'avantages. Très bien. Monsieur Chancy, est-ce que vous auriez des recommandations à faire pour stimuler l'implication des entreprises ? Bon, en fait, la première chose que je dirais, ce serait d'encourager des initiatives comme celle d'aujourd'hui, parce qu'il faut que l'information circule. Et Arnold a mis l'accent là sur l'importance des besoins tout à l'heure. Et je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas suffisamment véhiculées, qui ne sont pas dites assez fort et qui ne sont pas adressées dans un panel où on peut échanger sur nos expériences et où on peut faire en sorte qu'une initiative d'un individu peut effectivement devenir une politique d'entreprise, peut devenir une démarche de plusieurs entreprises qui se mettent ensemble. Donc je crois que oui, il faut continuer à en parler. Je crois qu'il faut aussi donner envie. Il y a plein d'idées qu'on n'aurait pas eues tout seul, mais quand je regarde la diversité de ce qu'on soutient cette année, si vous avez une minute, je vous en dis quand même un petit mot. On soutient un circuit art et chapelle, donc c'est des expositions de peinture dans 6 ou 7 chapelles de l'Anjou, une compagnie de théâtre, la restauration d'un tableau, l'accueil de familles en précarité, un prix, donc ça je vous l'ai dit, c'est l'autorail. On a 2 festivals de jazz qui sont sponsorisés. Il y a Art et Handicap, c'est une assoce qui est dans une ancienne mine de fer et qui expose dans un cadre complètement surréaliste des œuvres d'art faites quelquefois par des personnes handicapées. On aide aussi la confection d'une tapisserie par tous les habitants d'un village, donc c'est une très belle œuvre collective qui crée du lien social.
une chorégraphie de danse contemporaine, la réalisation d'une verrière dans une chapelle, un festival autour du cheval en art contemporain, un parcours de sculpture produite par des jeunes dans un centre éducatif, la création d'une bande dessinée sur la boule de fort. La boule de fort, c'est un jeu très particulier en Anjou. C'est une boule qui a un fort, c'est-à-dire qu'elle est plus lourde d'un côté que de l'autre. Et on y joue sur une piste qui est non pas plate, mais qui est en forme d'auge. Donc elle a une trajectoire très sinusoïdale. Il n'y a qu'en Anjou qu'il y a ça. Donc il y a une création d'une BD là-dessus, c'est sympa. Vitrail, la transcription d'une œuvre pour orgue, un concerto de Brahms qui va être transcrit pour orgue. Un complot des littérateurs, il s'agit de retrouver des auteurs oubliés. Et puis je vous garde le meilleur pour la fin parce qu'on a voulu quand même se défouler un peu. Il y a une compagnie de théâtre qui nous a proposé, en pratiquant la botanique, je m'abandonne à la luxure. On a trouvé que c'était sympa, que ça allait nous changer un peu les idées. Donc on s'est fait plaisir avec ça. Donc ça donne des idées, ça peut donner envie. Ça. Très bien. Monsieur Aliassin, est-ce que vous auriez des suggestions à faire pour stimuler justement le développement du mécénat en Haïti? Oui, l'histoire c'est que en Haïti ça n'a pas évolué, si vous voulez, la fiscalité. Et je crois que c'est une loi qui date de très longtemps et on a le droit de déduire jusqu'à 10%, un maximum de 10% des revenus pour justement des activités philanthropiques, des dons. Mais à comparer à ce que vous venez de dire là, c'est rien du tout. Et pour 10% des profits, si vous en avez, vous avez jusqu'à 10%. Mais la façon dont ça se passe, en général, c'est ce qui arrive dans ce pays, c'est bien malheureux. Et il y a des entreprises qui font des efforts, qui le font, des entreprises qui prennent plaisir, qui tirent un certain prestige à le faire. Et je pense que c'est ça qui devait servir de modèle. En dehors du fait de pouvoir inciter le gouvernement, l'État, à pouvoir prendre des mesures, à donner des facilités, à donner des incentives, comme on dit, aux donateurs, aux gens qui font du mécénat, mais aussi du côté des mécènes eux-mêmes. Et je pense qu'il y a un prestige là-dedans sur lequel on devrait insister, parce que la Unibank et le Bon Barbancourt, le Nouvelis, ce sont toutes des entreprises qui représentent des modèles dans ce milieu. Et il faut pour que les gens, pour qu'on puisse faire ressortir, que quand vous le faites, que quand vous intervenez, et quand vous faites du mécénat, quand vous intervenez, quand vous contribuez à améliorer les conditions de vie dans un pays où il y a tellement de précarité, et c'est déjà beaucoup de choses. Et maintenant, je pense que cet exemple déjà, pour des entreprises comme nous autres, je pense que c'est beaucoup, mais c'est là que nous devons avoir le concours de l'État qui doit donner beaucoup plus d'incitation justement qui puisse permettre à plus de gens de pouvoir faire du mécénat. Parce que le milieu est précaire et on se rend compte que c'est pour nous, je parle personnellement, au Rome Barbancourt, c'est comme pour nous une obligation. Une obligation, si l'entreprise réalise des profits, c'est une obligation de participer à la vie de la société, de pouvoir aider les gens, par exemple, de la zone. Nous sommes dans une zone rurale, notre usine est implantée dans une zone rurale. Nous sentons que c'est une obligation de pouvoir contribuer, de pouvoir aider les gens de cette communauté. D'ailleurs, vous savez que dans ce pays, les gens, dès que vous faites de l'argent, ils pensent que vous faites beaucoup d'argent. Ils ont toujours l'œil à vous. Mais je pense que nous pensons que c'est tout à fait normal que nous puissions supporter, que nous puissions contribuer justement à améliorer, en dehors du fait qu'on est créateur d'emplois, qu'on offre des emplois, mais qu'on puisse contribuer d'une façon ou d'une autre justement à l'amélioration des conditions de vie. Et je pense que c'est ça, cette idée qu'il faut véhiculer, que les entreprises haïtiennes puissent voir qu'il faut que, et moi je l'appelle à titre personnel, je dis que c'est de l'entrepreneuriat social et que l'on doit pouvoir, pour faire des choses pour cette société, parce que vous avez reçu plus de cette société, mais il faut pouvoir redistribuer cette richesse que vous utilisez, et pas seulement faire des profits pour faire des profits, mais faire des profits pour améliorer les conditions de vie des gens. Ok, voilà comment je le vois. Merci. Merci. Donc mettre l'accent sur la responsabilité sociale des entreprises et on fait le lien avec
l'intervention de M. Kessner ce matin qui parlait de valeurs partagées. J'aimerais, si on a encore une minute, poser une dernière question à nos participants. Une dernière question. On a parlé de la question de la fiabilité des opérateurs, des porteurs de projets. Vous disiez que comme on ne savait pas toujours où allait l'argent, vous avez préféré devenir vous-même opérateur culturel, finalement. J'aimerais, puisqu'il y a de nombreux porteurs de projets dans la salle, vous demander ce que vous pourriez leur conseiller à eux pour qu'ils soient plus rassurants à votre égard et que vous ayez envie de les soutenir sans vous demander justement si l'argent sera bien utilisé. Je mentionnais que l'Anibank a été opérationnelle sur le marché en 1993. Et dès 1993, elle a fait montre d'entreprise socialement responsable. Elle est une entreprise citoyenne où elle partageait tout ce qu'elle faisait avec la communauté. Mais comme l'a mentionné tout à l'heure M. Eliassien, les demandes sont arrivées à un rythme tellement accéléré et nous devons nous concentrer davantage sur notre mission première, qui était d'être une banque commerciale. Donc le conseil d'administration de l'Anibank a pris la décision en 2005 de créer la fondation Unibank. Et pour cela, elle a doté la fondation d'un fonds spécial de 100 millions de gourdes, qui est le fonds le plus important, le don le plus important fait dans ce pays par une entreprise du secteur privé à une fondation. C'est une façon de s'assurer de la pérennité de la fondation. Maintenant, à travers la fondation, on a élaboré des plans et on a dit que bon, on allait certes continuer à être très présent dans le secteur culturel, mais on n'intervient pas uniquement que dans le secteur culturel. On intervient dans bien d'autres secteurs. Dans un pays où il y a tellement de choses à faire, les demandes, comme vous imaginez, ne font que pleuvoir matin, midi et soir, et c'est par centaines qu'on les reçoit. Récemment, la Unibank fêtait ses 20 ans, et dans le cadre des festivités qui marquaient le 20e anniversaire de la banque, la Unibank a fait un don de $1 million US au secteur de l'éducation. On se départit un petit peu du secteur culturel. Mais vous savez, en Haïti, quand on parle d'éducation, on parle aussi un petit peu de culture, de sport. D'accord avec ça. Donc, avec ce don d'$1 million qui a été fait au secteur de l'éducation, c'est un don qui va servir à faire la promotion de l'éducation, mais dans des zones les plus reculées du pays. C'est un argent qui sera rendu disponible pour le secteur d'éducation géré tant au niveau du privé qu'au niveau de l'État. Maintenant, ce que nous faisons, et pour répondre un petit peu, aller plus directement dans la question que vous avez formulée, effectivement, il y a un tas de générateurs de projets qui ils ont des idées de projets, mais ils n'ont pas effectivement peut-être les moyens pour pouvoir mener à bien ces projets-là. On les invite à venir nous voir. On a un site, le site peut être visité. On les invite à bien structurer leurs projets parce qu'on évite d'intervenir auprès d'un individu. On peut faire intervenir auprès d'institutions, d'associations, donc de regroupements de personnes. Et une fois que leurs demandes nous arrivent dans le cadre des domaines d'intervention qui ont été préétablis par la Fondation, et même lorsque ce ne serait pas le cas, il y a toujours des exceptions. Mais une fois qu'il s'agit d'un projet qui puisse avoir une répercussion globale, plus importante sur une bonne partie, sur une majorité de la population, c'est sûr et certain qu'on sera disponible et disposé à recevoir ces projets, à les analyser et éventuellement à y donner suite. Merci. Alors nous, dans nos critères de sélection de notre jury, on regarde la part d'autofinancement du projet. Si sur un projet à 6 000 euros, par exemple, l'association nous en demande 5 000, on considère que ce n'est pas sérieux et qu'il faut qu'elle se fasse un autofinancement qui lui soit propre. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si sur 6 000, elle demande 2 000, ça nous semble équitable. Que nous, on soit un effet de levier, un déclencheur, un faciliteur, ça, c'est équitable. Si elle nous demande la quasi-totalité du budget, on considère qu'elle n'a pas fait son propre travail de démarchage et de projet de son côté. D'accord, merci. En fait, nous, on pourrait dire qu'on n'a pas les moyens de faire des dons. Donc, ce qu'on promeut, c'est le partage. Nous, on apporte nos compétences. Donc, en fait, si on doit mener un projet avec un groupe, avec un individu,
et on est prêt à apporter notre contribution à la réalisation du projet. Alors, en tant qu'ingénieur, on a effectivement quelques petites déformations. On veut que les choses soient bien faites. Donc, on demande à nos partenaires de bien orchestrer leurs demandes, de bien orchestrer leurs projets, et nous, on est prêts à participer. Très bien. C'est une formation, oui. Merci. Donc, on va passer la parole à la salle pour prendre vos questions. Donc, nous avons une question au fond de la salle. Bonsoir à tous, merci aux intervenants. Je suis Nélio Joseph, directeur du festival interculturel Contambatonnel, qui est financé en grande partie par la Focale. J'en profite pour remercier publiquement Elisabeth Pierre-Louis de la Focale qui est là. Donc, merci encore aux intervenants. Généralement, ce qu'on reproche aux mécènes haïtiens, ce sont les critères de sélection des projets. On envoie un projet, on n'est pas accepté, une autre personne ou une autre association envoie un projet similaire et justement elle est acceptée. Donc ce qui laisse croire souvent qu'on est souvent dans le favoritisme ou dans l'accointance. Donc j'aimerais savoir par exemple, vous qui êtes là, les critères, qu'est-ce que par exemple vous priorisez quand vous sélectionnez un projet? Merci. Bon, je pense que c'est une question très pertinente. Effectivement, nous faisons face à Barbancourt, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas du Liban. Et en fait, comme Guy Supplice vient de le dire, et nos entreprises, nous recevons beaucoup de demandes. Mais maintenant, les critères, il n'y a pas de critères préétablis. Mais sur 10 projets présentés, par exemple, je donne l'exemple de 10, mais on peut en accepter 5. Mais de ces 5-là, et on analyse bien l'impact du projet, la présentation du projet. Ça veut dire que le même projet peut être présenté par M. X et a reçu un agrément, et M. Y le présente, il n'est pas agréé. À ce moment-là, quand M. Y attend que ce même projet est sponsorisé ou est appuyé par Barbancourt, il n'est pas content. Je pense que c'est normal. Mais aussi, il faut comprendre que les demandes étant élevées, on est obligé des fois, et ça dépend du montant, ça dépend aussi du montant. Et vous pouvez présenter votre projet, votre projet est de 20 000 $, et un projet similaire, quelqu'un, il demande 10 000. Et il y a beaucoup de l'impact du projet, on voit la présentation, le nombre de personnes qui sont impliquées, et il y a un tas de facteurs. Et nous pratiquons la transparence, si vous voulez, et celui, par exemple, dont le projet n'a pas accepté, peut venir à Barbancourt nous dire, et à ce moment-là, moi je lui explique, dit voilà les raisons pour lesquelles votre projet n'est pas accepté. Mais ce genre de réaction, c'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas tout satisfaire, nous ne pouvons pas satisfaire et donner suite à tous les projets, et il y aura toujours des mécontents, mais quand même nous faisons de notre mieux. Mais ne pensez pas que c'est une question de partisanerie, que c'est une question de camaraderie. Non, il n'en est pas question du tout. Ça dépend du projet lui-même, ça dépend de la présentation, ça dépend de tas de facteurs que nous considérons avant de prendre cette décision, parce que nous savons que cette décision est importante, et donc nous ne plaisantons pas avec ce genre de choses, mais c'est dommage qu'il y aura toujours des projets qui ne seront pas agréés. Merci. Gisler Dugas, représentant du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ma question s'adresse à monsieur... C'est bon, c'est ça? Très bien. Bon, alors j'allais parler aussi des critères de sélection. Et je crois que c'est important. Je crois que c'est important jusqu'à présent. Alors, les critères de sélection pour nous... Non, je n'ai pas encore terminé. Ah, excusez-moi. Oui, alors c'est ça. Vous recevez chaque année plus d'une centaine de projets, dont 20 seront sélectionnés. Donc, faut-il bien qu'il y ait des critères préétablis. Donc, vous avez parlé de l'aspect autofinancement, et je crois que ça ne suffit pas. Donc, la fondation doit, au départ, au préalable, établir des critères de sélection. Donc, les critères chez nous, il faut que ce soit culturel, il faut que ce soit associatif, ça c'est la loi, on ne peut pas donner à un particulier. Il faut que le projet soit construit de façon réaliste, avec un budget qui nous semble adapté au projet.
que l'association y mette les moyens, hein, qui est vraiment une démarche intellectuelle qui pense à tout, et qui ait une part d'autofinancement majoritaire de l'association. Voilà, c'est à peu près les 5-6 critères qu'on retient. Il y a un critère d'originalité aussi qui est un petit peu le coup de cœur quand même, parce que surtout au bout de 5 ans, on voit passer beaucoup de choses. Et bien sûr qu'on a envie de favoriser des projets plus originaux, des choses qui ne se sont pas encore faites, bien sûr. Oui. Très bien. Autre chose, je voudrais savoir comment la Fondation réunit les fonds pour financer ces activités de mécénat. Alors oui, je ne suis pas allé au bout de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 2 types de membres, les membres d'argent et les membres d'or. Les membres d'argent donnent 5 000 € par an, les membres d'or donnent 10 000 par an. On signe pour 5 ans. Hein, la loi en France, une fondation, c'est sur 5 ans. Donc c'est ce qui explique qu'on élevait 700-800 000 € sur les 5 ans passés et environ 1 million sur les 5 ans qui viennent. Donc tous les ans, il y a un appel de fonds. Hein, et mon entreprise fait un chèque duquel elle déduit les 60% dans les conditions que j'indiquais tout à l'heure. Donc voilà, tous les ans, la fondation est alimentée à environ de 200 000 € et ces fonds sont ensuite versés au fur et à mesure de l'attribution. Quand cette réunion de jury s'est terminée, qu'on a sélectionné les 20 projets sur les 100, là on va commencer à verser aux porteurs de projets, rarement en une seule fois. Il y a souvent un acompte qui leur permet de démarrer le projet, et ensuite un ou deux versements de solde en fonction de l'avancement du projet sur un calendrier préétabli sur lequel ils se sont engagés. Alors, on intervient sur le Maine-et-Loire. Hein, il y a donc, vous le savez, environ 90 départements en France. Nous, notre compétence, j'ai dit c'était ici de la Chambre de commerce au départ, qui elle est compétente sur le Maine-et-Loire. Donc, c'est des projets uniquement sur le Maine-et-Loire. Oui, ça allait de soi, mais ça va beaucoup mieux en le disant, effectivement. Alors, j'ajoute aussi qu'en dehors de ce critère strictement Maine-et-Loire, on a jugé utile en fin des 5 ans derniers de créer en plus une bourse et qu'on va refaire sur les 5 ans qui viennent. On va verser 2 bourses d'environ 20 000 € chacune sur des projets très originaux, très particuliers, qui eux auront une compétence géographique plus large. Hein, on admet que ça puisse être des porteurs de projets de tout le territoire français, dans la mesure où on pense que maintenant Maine-et-Loire a acquis une belle image, une belle notoriété, et que le fait qu'un porteur de projet soit sélectionné par nous, même s'il arrive de Lyon ou de Marseille, du fait qu'il sera labellisé Maine-et-Loire, on pense quand même que ça va valoriser notre territoire. Bonsoir. Donald Emran, je suis avec la Brasserie Nationale, Brana, et donc membre du groupe Heineken. J'ai surtout 2 commentaires et peut-être une suggestion. Le premier étant qu'il faut participer et contribuer aux 3 niveaux qu'avait mentionné le professeur Farrell ce matin. C'est-à-dire mécénat pur, on fait des dons, par exemple c'est le cas de Brana, on fait des dons de boissons, 80 000 $ par année. On a une fondation où on va chercher des institutions, on travaille avec ces institutions pour former des jeunes, donc c'est plus de la responsabilité sociale. Donc nous participons activement. Et puis, la valeur partagée. Qu'est-ce que nous faisons au niveau de la valeur partagée? Nous travaillons avec, par exemple, des paysans sur le sorgho, ce qu'on appelle pitimi en Haïti, où nous achetons le sorgho pour l'utiliser dans la fabrication de la Malta. Avant l'arrivée de la Heineken, tout était importé de l'Europe. Et là, on est en train de créer un marché de près de 3 à 4 millions de $ américains pour les paysans, pour les fermiers, et qui cultivent le sorgho. Donc, l'autre commentaire, c'est quoi? C'est de dire, comme a dit M. Eliassin, de passer de l'assistanat à l'entrepreneuriat social. Non seulement, et par exemple, avec les fermiers, on achète le sorgho d'eux, mais aussi, nous essayons de ce qu'on appelle en anglais source, de nous approvisionner localement. Tout ce qu'on peut trouver localement, on le prend. Par exemple, les étiquettes pour nos boissons, pour les bouteilles. Et récemment, j'étais en train de travailler sur une campagne de sensibilisation contre la consommation abusive de l'alcool. J'ai fait appel à un caricaturiste assez renommé, Boussico, que probablement vous connaissez, qui travaille avec le Novelis. On avait besoin
de quelqu'un de créatif. On a appelé le novelliste et il nous a donné les coordonnées de Boussiko et on a travaillé avec lui. C'est-à-dire il faut faire de la culture, il faut faire du mécénat, plus de l'entrepreneuriat et social que de l'assistanat. Donc la suggestion, donc ça c'est une des suggestions. L'autre, il faut essayer aussi de mesurer l'impact que est notre contribution sociale pour pouvoir bien suivre et ce que la société fait. De janvier 2013 à 31 août 2013, nous avons par exemple acheté 3 900 000 $ d'articles d'emballage local. Avant l'arrivée de Heineken, ça ne se faisait pas. Tout était encore une fois importé. Donc nous mesurons ce que nous faisons de telle sorte que nous puissions comparer l'évolution de notre contribution à la société. On se dit, bon ok, cette année, par exemple, ce montant-là représente à peu près 27% du coût total d'emballage de la Heineken, l'objectif étant, d'ici 2017, d'arriver à 40% minimum. Donc, on se donne des objectifs, on se force, entre guillemets, donc d'aller chercher, d'aller créer, d'aller innover, comme on l'a mentionné ce matin, et pour arriver à travailler avec et la communauté, avec les communautés où nous opérons. Donc, nous nous donnons un devoir. Et ça, c'est une pratique de la Heineken dans ce qu'on appelle Brewing a Better Future. Donc, nous voulons créer, brasser un meilleur futur pour la planète dans laquelle nous vivons. Donc, et on se force donc de travailler pour protéger cette planète. Mais pour que ce soit durable, comme vous le savez, il faut que ça ait l'air, et que ça prenne que ce soit plus de l'entrepreneuriat que juste de l'assistanat. Parce que si on se met à donner de l'argent sans que nous, on profite, entre guillemets, de ce que nous faisons, certainement, ce ne sera pas durable sur le temps. Donc, c'est mes commentaires et mes suggestions. Bonsoir. Je sais que la fiscalité est au programme demain, mais M. Supplice a parlé tout à l'heure de... C'était possible, quand on fait du mécénat, la DGI, étant la Direction Générale des Impôts, peut en tenir compte, mais c'est mal connu. Et ce n'est pas clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Est-ce que la DGI tient compte des dépenses de mécénat? Je crois comprendre que oui. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que ce n'est pas une pratique qui est très connue dans le milieu. Très souvent, lorsque vous supportez une entreprise ou une activité, les gens vous disent qu'ils vous donnent un reçu et qu'avec ce reçu, vous pouvez toujours vous présenter à la DGI et demander à ce qu'il y ait une déduction ou un retour qui soit fait au profit de l'entreprise qui donne. Donc, c'est dire que ça existe. Mais comme je l'ai mentionné, ce n'est pas bien connu et ce n'est pas bien intégré dans les pratiques commerciales des entreprises aujourd'hui en Haïti. Oui, la DGI le sait. C'est connu. Non, c'est connu. C'est connu. D'ailleurs, c'est écrit dans un texte de loi que c'est déductible d'impôt jusqu'à un certain pourcentage, bien sûr. Mais vous savez que ce que moi, personnellement, que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'entreprises qui font du mécénat ou qui font purement du sponsorship, ils n'ont même pas l'élan d'aller vers la DGI et de demander à ce que l'on déduise les montants qu'ils donnent ou qu'ils offrent ou qu'ils permettent de supporter une activité de façon à pouvoir les déduire de leurs activités commerciales. On veut le faire, on croit dans le projet que l'on veut supporter, on le supporte et on ne le fait pas pour avoir un retour au niveau. Mais c'est une mentalité qu'il faut changer. Parce que effectivement, si en faisant du... Je dis toujours que on évite au niveau de la Unibank de parler de budget de mécénat. Qu'est-ce que l'on dépense? Mais comme je dis, quand on fait une activité comme Livre en Folie, on l'a entreprise il y a de cela 19 ans. Ce jour-là, il y avait quoi? 1 millier de livres qui avaient été vendus. Cette année, on a vendu plus de 30 000 livres en une journée. Et pour la Unibank, qui est l'initiateur de cet événement, plus l'événement marche bien, plus on dépense de l'argent. Parce que ce n'est pas un événement que l'on organise pour faire de l'argent. Au contraire, on dépense de l'argent avec la subvention que nous faisons pour les livres, sans compter l'organisation même de l'événement. Donc, si on pouvait vendre ce jour-là 1 millier de livres,
quelque part la banque dirait que ça ferait son affaire, elle aurait moins d'argent à dépenser. Mais non, on ne limite pas le nombre de livres par acheteur. L'événement se déroule entre 10h du matin et 6h du soir. Et très souvent, on pousse l'événement jusqu'à 8h, 2 heures de temps après, parce que le public est là, il demande, il tient à être servi. Donc, plus il y a de participants à cet événement, plus il y a de livres vendus, c'est plus on dépense de l'argent. Mais comme je vous dis, il faut croire. Quand on fait du mécénat, il faut croire dans ce mécénat que l'on fait. Maintenant, certainement, si on peut déduire les montants que l'on donne au niveau de notre budget, commercialement, ça va avoir un effet rentable pour l'institution qui le fait. C'est tant mieux, mais c'est une pratique qu'il faut développer davantage dans le milieu. Non, c'était juste pour renchérir cette notion de valeur partagée. Et enfin, mon ami là de la Brana a parlé justement de... C'est là qu'il faut voir comment on peut faire le mécénat de différentes façons. Vous avez parlé de plantation de votre matière première. Et dans le cas de Barbancourt aussi, je dois vous dire que notre matière première est la canne à sucre. Là encore, et je pense que c'est une valeur partagée parce que nous encourageons, par exemple, les planteurs de canne, la canne à sucre qui est notre matière première. Nous encourageons les gens à planter la canne, parce que la canne à sucre, avec le départ de la ASCO, avait presque tendance à disparaître en Haïti. Mais c'est grâce à Barbancourt, je peux vous dire que nous avons contribué en donnant des plants de canne, en faisant du labourage pour ces gens. Si vous voulez, et Barbancourt a besoin de la canne à sucre en même temps, mais quand même, le fait pour nous de pouvoir supporter la culture de la canne, nous intervenons, c'est une valeur que nous partageons avec ces gens, parce que nous avons plus de 2000 planteurs de canne dans la péninsule. Vous imaginez et comment cette intervention, et quand nous appuyons la culture de la canne, que nous faisons du labourage, que nous leur donnons des allocations, nous leur avançons de l'argent et pour la plantation, tout ceci, et je pense que, et c'est ça que Sister Farrell parlait ce matin, donc les entreprises doivent pouvoir se transformer justement en entrepreneurs sociaux, justement en contribuant aux activités du milieu, une activité comme l'agriculture, comme la canne à sucre qui a tendance à disparaître en plein du cul-de-sac. Donc quand nous supportons cette activité, et c'est une forme de mécénat, je pense, qui est un partage des valeurs avec nos fournisseurs de canne, si vous voulez, et quand même, et qui soutient la culture d'une plante qui a tendance à disparaître. Je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Merci. Donc nous devons clôturer. Il y a une dernière question. Est-ce qu'on peut la prendre ou il est trop tard? Je vais poser la question, Unibank. Si vous êtes conscient de la chute libre du secteur musical depuis la disparition de Musique en Folie, qui est un secteur extrêmement important. Eh bien, alors, une bonne nouvelle. Musique en Folie, effectivement, qui a été une plateforme importante pour faire la promotion de la musique en Haïti. Et lorsque, conjointement avec le Novellis et Laurent Barbancourt, on a pris l'initiative de lancer cet événement qui s'est très rapidement intégré dans nos mœurs, Musique en Folie a connu 10 éditions. Et la dernière remonte à 2009. Et malheureusement, le 12 janvier 2010, Haïti a connu ce terrible séisme et qui a eu un impact important sur la réalisation de cet événement, pour la simple et bonne raison que la Unibank organisait la plupart de ces événements qui rassemblaient une foule importante de participants au parc historique de la canne à sucre. La dernière édition de Musique en Folie qui a eu lieu au parc de la canne à sucre, ils ont failli perdre le parc. Or, ce n'est pas la vocation du parc. Le parc a une vocation culturelle. C'est un espace qui devrait être protégé et non pas un espace qui devrait être utilisé pour des activités à grande participation en termes de foule. Donc c'est ainsi que la famille Auguste, qui nous avait toujours gracieusement prêté le parc, avait manifesté certaines inquiétudes à voir autant de personnes venir au parc. Donc ce que l'Unibank a fait, toujours pour aller dans le sens de la promotion de la culture, on a créé le parc Unibank, qui se trouve sur la route de Tabar et qui est un espace de 50 000 m² entièrement clôturé et sécurisé. Donc c'est ainsi que, en 2009, le parc Unibank a pu recevoir la 10e édition de Musique en Folie. Bon, comme je vous ai dit, malheureusement, avec le tremblement de terre, le parc
on l'avait remis à la MINUSTA qui nous l'avait sollicité pour pouvoir justement installer 2 hôpitaux à l'intérieur. C'est un espace, comme je dis, assez grand, 50 000 m², clôturé et sécurisé entièrement. Donc la MINUSTA est venue, ils nous ont sollicité pour pouvoir utiliser le parc et installer 2 hôpitaux et apporter de l'aide à Haïti, ce que gracieusement on a fait. Et ça avait été, si vous voulez, quasiment, on leur avait passé le parc pour un temps relativement limité. Malheureusement, ce temps a duré quasiment 3 ans. Ce n'est qu'il y a de cela 1 mois que finalement on a pu récupérer le parc. Pas plus tard que samedi dernier, Marc Chauvette et moi, nous avions été sur les lieux pour faire un état des lieux. Et déjà, Max, Franz Duval et nous autres, ainsi que Barbancourt, ont réfléchi déjà à la toute prochaine édition de Musique en Folie. Je ne peux pas dire qu'elle va se faire cette année. Le temps nous fait la guerre, bien qu'on y réfléchit. Mais très certainement, 2014, reverra la Musique en Folie, revenir dans les habitudes traditionnelles en Haïti. Nous allons terminer sur cette bonne nouvelle et remercier pour les personnes présentes pour leur partage d'expérience. Nous avons dégagé quelques pistes pour renforcer le mécénat en Haïti. On a bien vu que la motivation première des mécènes n'était pas la fiscalité, mais qu'un cadre fiscal un peu plus avantageux pourrait renforcer leur implication. On a vu à travers votre expérience que les chambres de commerce pouvaient avoir un rôle intéressant pour permettre aux entrepreneurs de se réunir et du coup d'avoir un impact plus grand que s'ils étaient seuls. Donc on pourrait, je ne sais pas, les chambres de commerce ici présentes, si ça peut les inspirer, ce type d'action. Et évidemment, renforcer la dimension responsabilité sociétale des entreprises. En France également, il y a un cadre juridique autour de cette responsabilité qui a été mis en place. Clarifier ce concept complexe, mais néanmoins primordial aujourd'hui, puisque effectivement, devant l'ampleur des problèmes à résoudre en Haïti et à travers le monde, les entreprises, le secteur public, l'ensemble de la société civile doivent collaborer de manière plus efficace. Donc merci encore à tous et nous passons donc la parole à Anne. D'accord. Merci Yael. Merci à tous nos invités. Encore une fois, ça a été un moment très riche. Merci à vous tous. Vous êtes nombreux. Moi j'étais devant et je ne voyais pas tout ce monde derrière. Je crois que pour aujourd'hui, nous avons terminé. S'il reste des entrepreneurs, maintenant, c'est un moment qui leur est réservé. Il y a 2 ateliers qui vont être, à mon avis, écourtés, mais enfin, on va faire, comme on dit en anglais, un crash course avec nos invités français qui vont, pour ceux qui sont intéressés, donc je rappelle, c'est à destination des entrepreneurs, ceux qui sont intéressés à mettre en place une politique de mécénat au sein de leur entreprise, donc ça s'adresse à de très jeunes entrepreneurs, pas forcément en âge, mais des personnes qui ne se sont pas encore lancées dans les questions de mécénat ou de philanthropie. Et puis, il y a aussi l'atelier Créer un club de mécènes. Alors, on va peut-être réunir les deux. En tout cas, on verra en fonction de ceux qui restent. Et nous vous invitons demain pour la suite de ces rencontres. Je vous rappelle que la première table ronde commencera à 9h15. Elle abordera la question du contexte et des problématiques du mécénat culturel. Évidemment en Haïti, mais nous aurons aussi la participation de Didier Vilco, qui lui est un expert en levée de fonds, en problématiques autour de la culture et du mécénat. Et nous aurons le matin une autre table ronde, très attendue également, sur le sponsoring et le mécénat. Sont-ce des pratiques opposées ou complémentaires? Voilà. Et puis le programme s'achèvera dans l'après-midi avec une table ronde aussi très attendue autour de la fiscalité du mécénat. Et déjà, on a un aperçu des débats qui vont se dérouler en présence, nous le souhaitons, mais jusqu'à la dernière minute, on n'a jamais de garantie. Mais avec la présence notamment du secrétaire d'État à la réforme fiscale, Monsieur Renald Décembre. Il y aura également Monsieur Payan, Joseph Payan. Il y aura Dominique Lemaître qui co-animera avec Jacques Nérette.
Il y aura Jocelyn Privert, sénateur d'Enip et président de la commission Finances, Économie, Commerce et Industrie. Et peut-être Monsieur Grégory Brandt, sauf s'il est remplacé par son vice-président. Je m'avance. Donc il sera là. On confirmera demain. Voilà, donc merci à tous encore pour votre présence jusqu'au bout. Et je vous dis à demain et à tout de suite pour ceux qui restent.